Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, on parle des vétérinaires. Oui, on n'en parle pas assez souvent de ces vétérinaires. Comment réenchanter le métier? Oui, c'est une profession stressée. On va en parler dans quelques instants avec Aymeric Le Marinier, le président du syndicat des groupes d'établissements vétérinaires. Il est notre invité. Et puis dans le cercle RH, ce sera un grand entretien. On en a déjà parlé, focus sur ce livre autour du leadership spirituel. Qu'est-ce que c'est? Livre écrit par Didier Pitler, on va essayer d'en savoir plus avec lui. C'est un livre boussole, dit-il. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que contient ce livre? Et qu'est-ce qu'être un leader spirituel? On saura tout dans le grand entretien. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le loud kitting. Bah oui, on utilise beaucoup de mots anglais dans les RH. On en parlera avec Pierre Fournier, il est CEO de Will Academy, auteur d'un livre passionnant, un roman passionnant autour d'Adèle et de Will, justement. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un métier, alors ceux qui ont des animaux de compagnie ou même vous qui êtes agriculteur, eh bien c'est le métier incontournable, les vétérinaires. Un métier où il est difficile aujourd'hui de recruter et un métier où il faut redonner envie, peut-être à vous, jeune génération, de vous engager dans la profession. On en parle avec Aymeric Le Marinier. Bonjour Aymeric. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous étiez venu il y a 1 an pour nous parler des difficultés de recrutement, mais là on va affiner un tout petit peu. Vous êtes le président du syndicat des groupes d'établissements vétérinaires, le SYNGEV. Le Saint-Gève. Ça marche. D'abord, un mot très fort que j'ai découvert en préparant cette émission, le rapport Didier Truchot de 2022 qui pointe du doigt des risques forts de suicide chez les vétérinaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un vétérinaire se retrouve dans une situation un peu comme le monde agricole, à avoir des tentations de suicide? Alors, c'est vrai, le rapport Truchot a été un peu un choc, mais il a mis en lumière une réalité. Les vétérinaires sont plus prédisposés au suicide que la moyenne de la population française, beaucoup plus, et beaucoup de vétérinaires, quasiment 25%, ont des idéations suicidaires au cours de leur carrière. C'est impressionnant, hein. On ne croirait pas, on a tous cette image du vétérinaire, ce métier idyllique, épinal. Ouais. Qu'il a rêvé quand il était petit, il est devenu vétérinaire. Tous les petits-enfants rêvent encore d'être vétérinaires au moins une fois dans leur enfance en France. Mais c'est quoi? C'est l'isolement? C'est la pression? Alors, c'est pas forcément l'isolement, puisque aujourd'hui les équipes tendent à grossir. C'est ce dont on parlait la dernière fois. Le métier change. Ça se concentre. En revanche, on en parlait justement, il y a des difficultés de recrutement. Donc il y a une grande tension. Ceux qui sont là ont beaucoup de travail. Ça, c'est un premier point. Et ils font beaucoup d'heures sur un métier qui est face au public, qui n'est pas facile, puisqu'il faut avoir à gérer un client qui est souvent stressé, parce que l'animal est quelque chose de très important pour lui, quasiment un membre de sa famille. Et puis, ce sont des situations pour lesquelles on n'est pas formé à agir, pas forcément formé pour réagir. Mais là, vous nous éclairez sur finalement un mot que vivent les chauffeurs de bus, que vivent tous ceux qui ont des relations avec le public, c'est-à-dire de plus en plus de tensions, pour ne pas dire de violence, qui fait que le vétérinaire était venu soigner avec son cœur et il se retrouve à gérer des situations de conflit, parce que c'est aussi de ça dont on parle. Oui, je pense que le changement se fait vraiment du statut de l'animal qui, du coup, met un supplément de pression sur le vétérinaire qui, lui, n'est pas formé pour réagir dans ces situations. Et ça met une situation de stress. Mal-être au sein de la profession, et ça c'est un sujet que vous adressez, parce que j'imagine que c'est une vraie réflexion que vous menez au sein du SYNGEV, là j'ai bien dit Saint-Gève. Et puis il y a aussi un autre volet qui est le pendant, ce sont les départs prématurés. C'est-à-dire des gens qui disent je ne vais pas aller au bout de cette carrière dont j'avais rêvé, je vais passer à autre chose. Ça aussi, c'est un signal d'un malaise. C'est un cercle vicieux, parce que les personnes qui sont là ne sont pas assez nombreuses. Comme elles ne sont pas assez nombreuses, elles prennent plus de pression et elles s'en vont plus tôt. Aujourd'hui, l'âge des moyens de départ à la retraite, entre guillemets, en tout cas des départs de la profession, pour une femme, est en dessous de 42 ans dans notre profession. Usée, c'est-à-dire qu'elle s'en va. Changement de carrière, réorientation. J'ai dans mon entreprise une vétérinaire qui est devenue architecte d'intérieur. Mais c'est louable, hein, c'est un très beau métier aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à garder ces professionnels qu'on a formés pendant des années en plus. Votre syndicat travaille évidemment sur l'attractivité de ce métier, sur les formations, parce qu'il faut aussi former des étudiants. On en manque. Quelles sont vos recommandations? Qu'est-ce que vous mettez en place pour tenter d'endiguer la fuite des vétérinaires et aussi limiter des risques de suicide? Il y a eu des cas de suicide où on n'est que sur la tentation du suicide? Il y a des cas de suicide, clairement.
J'en ai pas personnellement dans mon entreprise, mais il est vrai que dans nos promotions, nous avons connaissance de personnes qui vont jusqu'à cette extrémité. Et c'est désolant. Dans le cadre du syndicat, notre première action est d'engager les pouvoirs publics à former plus de vétérinaires, parce que c'est un peu la racine du mal. C'est clair. On n'est pas assez nombreux, on prend trop de pression. Le ministère a fait beaucoup d'efforts, une 5e école a été créée, ce sont de très bons signaux, mais il faut continuer, il faut aller plus loin. Et d'autre part, la profession prend conscience du problème, le SYNGEV et les autres acteurs de la profession, pour mesurer le problème. Hein. On ne résout que ce qu'on mesure. Hein. Et donc déjà pointer, c'est un médecin qui le dit. Mettre en lumière, voilà, c'est scientifique. C'est la base. Donc je pense que maintenant qu'on a vraiment le problème en tête, différentes initiatives sont prises pour aller voir, mesurer et pointer les situations à risque pour intervenir. Un dernier mot quand même sur l'évolution de ce métier, parce qu'il faut quand même distinguer le vétérinaire de centre-ville très urbain avec une population de chats, de chiens et de boas, du vétérinaire qui fait des centaines de bornes pour aller faire véler un veau, pour aller soigner une vache. C'est pas le même métier, j'ai envie de dire presque. Effectivement, c'est deux métiers qui deviennent assez différents, mais ça reste une profession unie avec les mêmes enjeux, hein, que ce soit un éleveur que l'on connaît qui soit très stressé de perdre son outil de travail ou un propriétaire d'animal. Son revenu d'ailleurs lui. Oui, c'est ça. Hein, et un propriétaire d'animal de compagnie qui lui perd un membre de sa famille, on est dans les deux cas sur une gestion d'une situation humaine compliquée pour laquelle il faut être préparé. Merci Aymeric Le Marinier d'être venu vous. C'est pas un coup de gueule, mais en tout cas presque une sonnette d'alarme, parce que c'est un vrai sujet quand on parle de suicide dans une profession. On se souvient des suicides à France Télécom qui avaient été très médiatisés. Tout ça passe un tout petit peu sous les écrans radars, la situation des vétérinaires. C'est vrai que notre profession a un gros capital sympathie et tendance à masquer les réalités qui sont parfois un peu plus... Exactement, un peu tabou pour ne pas le dire comme ça. Merci Aymeric, président du syndicat des groupes d'établissements vétérinaires, le SYNGEV ou le SYNGEV, en fonction de la région où on habite. Merci beaucoup. On tourne une page, c'est le cercle RH et c'est un grand entretien, d'ailleurs, qui va peut-être faire écho à l'attitude des vétérinaires et de leurs clients. Le leadership spirituel, qu'est-ce que c'est ? C'est le titre d'un livre écrit par Didier Pitlet et c'est notre invité et c'est un grand entretien, évidemment. Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour peut-être se poser un peu, pour sortir des sujets RH et pour s'intéresser à un mot dont vous avez probablement entendu parler, le leadership spirituel. C'est le titre d'un livre écrit par Didier Pitlet. Bonjour Didier. Bonjour. Je suis très heureux de vous réinviter parce que j'ai beaucoup parlé de ce livre dont j'ai assumé le plaisir de l'avoir lu et j'ai envie de dire dévoré parce qu'il y a plein de sujets fondamentaux que vous traitez. Édition Erol, il ne faut jamais oublier l'éditeur. Didier Pitlet, vous êtes le président de la maison Enoch Consulting. D'abord, un petit mot avant le livre, parce qu'un livre, il a toujours une histoire. Il naît d'abord dans la tête et il naît dans sa vie, puis ensuite il devient un livre. Quand vous étiez, avant de devenir un homme qui fait des conférences, je vous ai entendu plusieurs fois, vous n'avez pas votre langue dans la poche, vous dites vraiment les choses quand vous faites des conférences. Vous avez été, vous aussi, aux manettes. Vous aussi, vous avez été manager, comme on dit. Oui. Vous étiez à l'époque déjà un leader spirituel ou objectivement, il y a quelque chose qui s'est transformé en vous et vous avez pris conscience qu'il fallait se transformer, ou vous l'avez toujours été ? Je crois, et avec beaucoup d'humilité, que je l'ai toujours été, de surcroît en ayant vécu dans ma vie, dans ma chair, des moments très très forts, puisque j'ai l'habitude de dire que j'ai eu la chance d'avoir été déclaré mort à l'âge de 23 ans suite à un très grave accident, qui évidemment vous fait prendre beaucoup de recul sur la vie. Lorsque j'ai créé et déposé, le début du chemin, c'est vraiment lorsque j'ai créé et déposé le concept de marque employeur. C'est en 98, où là, j'animais déjà des tables rondes avec beaucoup de jeunes, et une avec des publics, pourtant censés être l'élite, qui étaient totalement désespérés parce que les entreprises ne les recrutaient pas. Et là, j'ai pris une vraie claque, parce que je me disais, mais c'est incroyable, on ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles. On ne peut pas leur faire croire qu'ils sont importants et leur fermer la porte. On ne peut pas un jour leur dire « je t'aime », le lendemain leur dire « tu vaux rien pour moi ». Ça brise. Et ça a été vraiment un vrai déclencheur qui fait que j'ai transformé mon métier
un peu comme du militantisme, mais je l'assume. Hein, c'est un livre très militant, c'est un livre boussole, c'est ce que vous dites. Oui. C'est un livre militant. Oui. Entrons dans le livre. Alors, vous ne traitez pas que de l'entreprise, c'est ça que je trouve passionnant dans ce livre. Vous adressez aussi le sujet autour de la politique, avec un grand P, même un petit P. Puis vous parlez aussi de l'éducation, de la manière dont on accompagne nos jeunes ou qu'on les accompagne mal. Il y a quand même, au-delà de la notion de leadership spirituel, dans ce livre, l'idée que le pays est en train de se casser la gueule. En tous les cas, on vit une crise morale inédite. Alors qu'on veut cacher, qu'on masque avec des belles formules, et je pourrais revenir dessus, les fameux éléments de langage. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vit une crise morale inédite, dont l'entreprise va être une victime collatérale. À terme, c'est évident, puisque tout ce qui se passe dans la société civile, c'est pour ça que j'ai voulu faire le parallèle, est en train d'entrer massivement. Le fait qu'on ne croit plus en grand-chose dans la société civile, le fait que nous ayons des politiques, quels que soient les bords politiques, qui sont là pour vendre, entre guillemets, leur soupe avec leurs éléments de langage auxquels plus personne ne croit, eh bien, à un moment donné, ça forme des citoyens qui ne se raccrochent plus à des mythes républicains, dont la fameuse laïcité. Et à côté de ça, l'entreprise, elle est laissée de rester dans une sorte de mode de fonctionnement comme on a connu depuis toujours, mais le problème c'est que ça n'imprime plus chez les jeunes. Vous dites que ça n'imprime plus chez les jeunes, parce que, et les jeunes et les moins jeunes, parce qu'ils ne sont pas dupes. Et bien sûr. Ce qu'on leur vend aujourd'hui, la manière dont on communique, le salarié le voit. Il y a un concept que je trouve intéressant, c'est cette notion d'utilisation du mot spirituel. Oui. C'est-à-dire leadership, ça c'est un mot très utilisé dans les écoles de commerce. Mais leadership spirituel, en préparant l'émission, j'ai vu que c'était plutôt un concept anglo-saxon, qu'il y a des chercheuses qui avaient travaillé sur le sujet, que ça avait été quand même plutôt théorisé même. Pourquoi c'est toujours les modèles anglo-saxons et pourquoi la France n'est pas capable elle-même de porter ce concept? Qu'est-ce qui se passe en France? Alors, très clairement, moi, quand j'ai commencé à plancher sur ce... Parce qu'un livre, c'était votre introduction, moi, je mets à peu près 2-3 ans avant de l'accoucher. Je tourne autour de l'idée, ça, puis d'un seul coup. Bon. Et quand j'ai mis en exergue la notion de leadership spirituel, j'ignorais tout des travaux anglo-saxons. Parce que ce qui avait précédé ma pensée, c'était le besoin de l'incarnation. Exactement. Parce que le gros problème, en France, mais pas qu'en France, dans beaucoup de pays occidentaux, on a un problème d'incarnation. Alors, ça s'explique par plein de choses, les formations, ça s'explique aussi par l'ego. À un moment donné, on croit que quand on devient dirigeant, on est là pour dominer. Non, on est là pour se mettre au service d'eux. Et ça, c'est le point, je crois, criant, que ce soit en politique comme dans le monde de l'entreprise, qui n'imprime plus, encore une fois, chez les gens. Votre préface, c'est Jean-Dominique Sénard, c'est pas n'importe qui, c'est le président du conseil d'administration du groupe Renault. Et je l'ai interviewé il y a quelques temps sur scène, il était devant tous les partenaires sociaux, et il a poussé un coup de gueule devant tous les partenaires sociaux, salariaux et patronaux, en disant « l'entreprise est trop verticale ». Il n'y a pas assez d'horizontalité, on ne met pas assez l'humain au cœur des réflexions stratégiques. Je pense que vous adhérez totalement. C'est tout l'esprit du leadership spirituel. Mais bien évidemment. Pour moi, il ne pouvait y avoir que Jean-Dominique Sénard pour faire la préface de ce livre. Au-delà de l'admiration que je porte pour cet homme, qui est une personnalité rare, c'est qu'effectivement, il a été l'un des tout premiers à comprendre que l'entreprise a un rôle social, sociétal, politique, évidemment profondément humain. La raison d'être dont il est le créateur. Mais bien évidemment. Et le problème, c'est que beaucoup d'entreprises ont transformé cette notion de raison d'être en slogan publicitaire. Or, c'est pas parce que tu as des belles formules que tu parles au cœur des gens. Il y a une phrase dans le livre, on finit par ressembler à une tarte. Ah oui, plus on est dans le moule, plus on ressemble à une tarte. J'aime beaucoup cette phrase, parce que c'est exactement ça. Oui. Un mot quand même sur cette dichotomie. On a tous envie d'avoir un leader spirituel. On a tous envie d'avoir quelqu'un au-dessus de nous. Et puis il y a un autre sujet qui est posé, c'est que parfois on peut être très très aligné avec soi-même, mais totalement désaligné avec l'entreprise dans laquelle on travaille. Oui. Et là, c'est d'une violence terrible. C'est ce qui nourrit les burn-out, les moments de stress, de détresse. Parce qu'on rêve tous du monde idéal où tout le monde est heureux, etc. Bon, la réalité, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de qualité de vie au travail. Jamais autant parlé de RSE, des notions auxquelles on ne peut qu'adhérer, ou de bienveillance. C'est devenu le mot tarte à la crème, la bienveillance. Mais dans la vraie vie, il n'y a jamais eu autant de détresse, de burn-out, de stress. Une majorité de salariés veulent quitter leur job. Il faut bien chercher l'erreur. C'est-à-dire, globalement, on prend des mots pour des idées. Et quand on prend des mots pour des idées, eh bien, c'est la grande tartufferie qui est en marche. Et ça, aujourd'hui, sous l'impulsion des jeunes générations, eh bien, je pense que ça ne marchera de moins en moins. Et c'est un vrai appel à la remise en question, non seulement
du leadership, mais aussi des politiques RH qui sont un peu trop à la remorque, entre guillemets, du financier. On clame de beaux concepts, encore une fois, mais on a peu de moyens pour agir. Vous le dites clairement, en parlant des RH avec beaucoup de bienveillance, en disant finalement ils ont des pouvoirs limités parce qu'évidemment ils sont tenus par des budgets, par les financiers. Alors que c'est sûrement l'une des fonctions les plus importantes pour relever les défis de ces 15 prochaines années. Parce que les défis des prochaines années, ça ne va pas être l'IA, etc. Tout le monde parle de ça. Ok, très bien. Mais les défis les plus importants vont être des défis humains. Des défis de génération, des défis de sens, des défis de projection. Et ça, les DRH ont normalement une carte à jouer. J'ai pas été assez précis dans ma question tout à l'heure, mais vous parlez très longuement dans le début de votre livre du niveau éducatif de notre jeunesse, de ceux qui sont en formation ou ceux qui entrent en entreprise. Et c'est vrai que le constat que vous en faites, qui correspond d'ailleurs aux études PISA, qui correspond globalement à ce qu'on lit, n'est pas très reluisant. Ça veut dire quand même que ces jeunes mal formés, ou d'une manière un peu imparfaite, arrivent en entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'entreprise qui doit former. Ça pose un énorme problème, ça aussi. Majeur. Vous savez, dès le moment où on a décrété que 80% d'une tranche d'âge devait avoir le bac, Lionel Jospin, vous vous rappelez ? Exactement. On ouvrait effectivement la porte à la dégradation du niveau scolaire. Aujourd'hui, vous avez les jeunes de 15 ans maîtrisent 40% de mots en moins que les jeunes de 15 ans en 1987. Donc, aujourd'hui, on a un vrai problème éducatif, de culture générale, alors que dans le creux de leurs mains avec leur iPhone, ils ont toute la culture du monde dans l'absolu. Mais le problème, c'est qu'on TikTok, quoi. Et voilà. Voilà. Donc, et ça va être une bombe à retardement pour les entreprises, mais il y a plein de bombes à retardement qui vont exploser. Il y a l'éducation, la culture générale, où les entreprises vont devoir rééduquer, former, même des bacs plus 5. Quand vous voyez des bacs plus 5 qui ont une culture générale, mais extrêmement pauvre, c'est une catastrophe pour l'emploi demain. La violence. Parce que le corollaire de l'ignorance, c'est la violence. Cette violence-là, elle va s'importer. On voit, alors, ça ne fait pas beaucoup la une des médias, mais ça commence à se développer. Et dans les 10 ans à venir, ça va être un problème majeur. Et la cohabitation via évidemment la fragmentation sociale que nous vivons avec le communautarisme, qui est également un vrai sujet pour les entreprises demain. Je connais votre réponse, Didier Pitlet, mais à la façon dont vous avez écrit ce livre, qui est un livre boussole, mais qui est aussi presque, non pas un livre programmatique au sens politique du terme, mais qui donne quand même des éléments de réflexion, qu'est-ce qu'on fait ? Vous nous apportez des diagnostics, vous dites il faut impérativement que les leaders deviennent spirituels, soient incarnés, et de la vertu et des valeurs. Mais en même temps, comment on fait quand notre entreprise elle est dirigée par un fonds, quand l'actionnaire principal est chinois ? Comment on fait Alors, dans le livre, évidemment, je mets en place différents chantiers à ouvrir. Moi, je crois que le monde financier, comme il s'est approprié d'ailleurs, la RSE, la raison d'être, etc. C'est vrai. On l'appelle ESG d'ailleurs. Voilà, on va se réapproprier ces notions humaines fondamentales. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'une nouvelle génération qui... je suis recruté, on me promet des choses, 2 mois plus tard, je me rends compte que c'est complètement faux, eh bien, à un moment donné, elle s'en va. Donc, c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe partout. Donc, de fait, ça va pénaliser le business. Et donc là, il va y avoir des petits clignotants rouges qui vont se mettre en action. Et donc, ça va automatiquement changer. Et puis, il faudrait arrêter avec tous les anglicismes à la mode, où on ne parle que de onboarding, tout ça, etc. Offboarding. Voilà. Reprenons des fondamentaux. On intègre, on initie. On évalue, on encourage. Donc, il faut... Et c'est là où la fonction RH est fondamentale, parce que c'est elle qui va aider les directions générales et les actionnaires à bouger. Avant de nous quitter, parce qu'il y a vraiment un enjeu des investisseurs, des fonds qui vont avoir un rôle essentiel, mais il y a quelque chose dont on parle peu, mais que vous avez évoqué, et que vous évoquez, c'est le numérique. Oui. C'est en train de tout transformer, nos modes de vie, la façon de travailler. Ça aussi, on le revoit, on repense notre rapport au numérique, parce qu'on nous donne plein d'outils numériques qui sont censés régler nos vies. Et en fait, souvent, ça ralentit le rythme. Vous savez, la première caractéristique du leader spirituel, c'est le don de soi, associé à l'humilité, associé à l'écoute. C'est clair que si on n'a pas des modèles de management fondés sur l'humain comme étant l'axe central de la relation, ça ne marchera pas. Donc il faut évidemment du numérique, c'est clair. On ne va pas aller contre le numérique, on ne va pas aller contre l'intelligence artificielle, etc. Mais si c'est au détriment de la relation avec un grand R, ça ne marchera pas.
On les forme comment, ces managers au leadership spirituel? On commence par quoi? Ça serait quoi le programme de formation pour ouvrir la porte au leadership spirituel? Alors déjà, se poser la question de leur propre sens. Moi, ce qui m'impressionne, c'est rencontrer plein de dirigeants qui ne se sont jamais posé des questions sur eux-mêmes. Or, il y a un travail introspectif pour apprendre déjà à se connaître avant d'imaginer driver autrui. Donc déjà, le sens sur soi, l'ambition humaine que l'on a envie d'incarner, parce que l'ambition des chiffres, c'est facile, c'est de la compta, entre guillemets, je force le trait, bien évidemment, mais l'ambition humaine, être reconnue pour sa valeur ajoutée humaine, ça c'est un véritable ROI. Donc c'est un travail sur soi-même et qui ensuite, normalement, doit se redéployer, ou en tout cas doit irradier l'entreprise. Tout à fait. Aujourd'hui, avant de nous quitter, on a fait cette émission il y a quelques semaines sur Smart Job. C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de bienveillance et de qualité de vie au travail, et on n'a jamais eu autant de chiffres alarmant sur les souffrances, les suites. Mais je vais même vous dire, il y en a marre de parler de bienveillance quand il y a autant de détresse. À un moment donné, il faut être aligné sur cette réalité, il faut regarder le miroir en face. Ça me semble essentiel. Merci Didier Pitlet de nous avoir éclairé. Merci à vous. Lisez ce livre. On va d'ailleurs découvrir et revoir la couverture de ce livre, Édition Erol, le leadership spirituel, pour un leadership spirituel assumé, c'est-à-dire que le leader assume et porte ce mot, il n'a pas peur de l'utiliser. C'est important, c'est un mot comme ça un peu caché en entreprise spirituelle, ça fait presque peur le mot spirituel. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes à la tête de la maison Enoch Consulting, et puis avec cette jolie collection de photographies. Parce que Gueule de l'emploi. Gueule de l'emploi, parce que ça c'est aussi une initiative absolument incroyable qui valorise d'ailleurs l'identité, l'image, la confiance. On est dans l'authenticité. C'est exactement ça, et c'est magnifique, ce sont de très belles photos. Merci Didier. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très très bientôt, on tourne une page et vous allez voir, on ne va pas être dépaysé, on s'intéresse à la méthode Will à travers un livre et à travers une méthodologie justement qui fait d'ailleurs écho au sujet qu'on vient de traiter avec Didier Pitlet, et j'accueille mon invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser au loud quitting. Qu'est-ce que c'est? On va en parler avec Pierre Fournier. Il est le CEO de Will Academy. Et je voudrais vous présenter son livre, le livre de Pierre Fournier, la méthode Will, roman de management. Apprenez à régler définitivement tous vos problèmes récurrents au travail, édition Will. Et c'est un personnage, Will, 40 ans, qui accompagne une Adèle passionnée, plein d'émotions. Et c'est un roman avec des scènes de vie, donc ce n'est pas un livre didactique au sens propre du mot, mais dedans, vous y trouverez des situations réelles. Adèle qui rentre le soir avec un dîner, le papa couche l'enfant, mais elle renvoie des mails, zone de tension, et ainsi de suite, tension avec sa DRH, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Will, c'est un peu le coach qui vient un peu l'éclairer, l'aider et l'ouvrir. Le loud quitting, au risque d'énerver Didier Pitlet, parce que là, il a été très clair, plus d'anglicisme. Bon, commençons. C'est quoi le loud quitting ? C'est une bonne question, et c'est vrai qu'on utilise plein d'anglicismes dans le domaine des ressources humaines, notamment pour tout ce qui est autour de la démission, parce que les Anglais, ils ont donc le terme quitting qui veut dire démissionner. Puis il y a eu le quiet quitting, donc la démission, on va le dire, silencieuse. Voilà, c'est en gros, j'aime plus trop mon job, je suis là pour l'argent et j'attends que ça passe. Je fais rien de plus, quoi. Je fais rien de plus, c'est ça. Et effectivement, il y a le loud quitting qui est arrivé plus récemment, qui là est je n'aime plus mon job et je le fais savoir. Loud, c'est fort. Donc la démission bruyante, si on le traduisait en français. Et donc ça, c'est un phénomène qui a toujours existé, on a mis un mot dessus. Peut-être si on veut le quantifier. En gros, il y a une étude qui fait foi sur tous ces sujets d'engagement, de désengagement. C'est l'étude Gallup, c'est l'équivalent américain d'Ipsos. Que vous citez d'ailleurs au début du livre. Effectivement, parce que c'est une étude qui est faite tous les ans sur plus de 160 000 personnes dans 160 pays, donc elle est très exhaustive. Elle permet un suivi, et donc eux, ils définissent, déjà ils disent un chiffre qui fait froid dans le dos, qui est sur le pourcentage de salariés désengagés. Alors, je vais vous donner les chiffres en France. 86%, ça c'est le monde, c'est étude monde, ça. Ça, c'est Europe. Déjà, c'est très bien, bravo. Et France, on est à 93%. On est avant-dernier pays en Europe, sachant que l'Europe est le dernier continent. D'ailleurs, Adèle dit dans le livre, quand on l'interroge, puisqu'on lui pose la question, elle dit, mais je connais une ou deux personnes qui aiment son métier, mais tous les autres n'aiment pas leur métier, ne sont plus engagés. C'est décrit dans ce livre. Vous qui avez une observation, et je dirais presque un outil de formation à travers votre méthodologie,
Comment vous expliquez cela, ce niveau de désengagement, c'est quoi, ou de démotivation? C'est vrai qu'il est, il est assez... en fait, les gens ne le croient pas au début, quand on dit 93%. Donc nous, souvent, la question qu'on pose pour faire prendre conscience de ça aux gens, c'est imaginez, demain, vous gagnez au loto, vous n'avez plus besoin de travailler. Est-ce que vous continuez à exercer votre métier actuel? Là, il y a plein de gens qui disent, bah non. Après, ils disent, ouais, mais ça arrive jamais. Donc, changeons de question. Si demain, tous les métiers sont payés pareil, lequel vous choisissez? Puisque l'argent n'est plus un critère de choix. Et donc, on s'aperçoit que ça fait beaucoup réfléchir les gens. Et en fait, voilà, à quel point l'argent... Alors, on ne dit pas qu'il faut pas... Enfin, l'argent est mal, etc. Mais le fait de faire de l'argent son premier critère de choix, le fait de faire de l'argent sa finalité quand on va travailler, oui, nous, on pense que c'est dangereux parce que déjà, c'est un critère de motivation extrinsèque. Donc, il y a un moment où ça va... Et en fait, ça, on l'a au niveau de l'individu, mais on l'a aussi au niveau de l'entreprise. Quand une entreprise, sa finalité, c'est de maximiser son profit, encore une fois, elle a le droit, hein, mais c'est pareil, il y a un moment, vous parliez d'authenticité avec Didier, il y a un moment, en fait, où ça ne nourrit plus les gens. Donc voilà pourquoi. Et donc, ça serait une des causes de ce très haut niveau de désengagement. C'est-à-dire qu'à la fois, on porte un discours sur la bienveillance et la qualité de vie, et de l'autre, l'entreprise est prise à son propre piège, c'est-à-dire de créer de la richesse et de la valeur, et d'optimiser. Parce que c'est ça le sujet, en fait. On est un peu au carrefour, là. Complètement, ouais. On arrive sur des dimensions presque philosophiques à la fin, mais pour nous, oui, en tout cas, la poursuite, la maximisation du profit conduit à toutes ces dérives, dans le sens déjà où, comme le dit Einstein, les nombres sont des chiffres et donc ils ne finissent jamais. Donc c'est une course qui ne s'arrête jamais et qui en plus ne nourrit pas les gens spirituellement, pour reprendre aussi ce qui a été évoqué avant. Ce qui nourrit les gens, c'est des choses intrinsèques. Il y a plein d'études sur les leviers de motivation, notamment celle de Dan Pink, qui dit qu'il y a 3 leviers de motivation fondamentaux pour l'être humain dans le monde du travail, qui sont l'autonomie, le sens et ce qu'il appelle, on ne va pas le dire en anglais, mais l'expertise, on va dire, la sensation de bien maîtriser ce que je fais. Ça, ce sont 3 leviers intrinsèques qui nourrissent n'importe qui. Pour revenir à ce loud quitting, phénomène montant, parce qu'on utilise des mots, on se dit ça existe, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui, je dirais, médiatisent au sens un peu figuré du terme leur départ. C'est dur à quantifier. On ne sait pas. Alors, Gallup dit quand même que sur ces 93% de désengagés, il n'y a quand même pas 100% qui sont en mode loud quitting. Donc le chiffre qui donne Gallup sur le ratio, c'est 75% sont juste désengagés, donc on va dire quiet quitting, et seulement c'est déjà énorme, 25% sont activement désengagés. C'est-à-dire qu'ils vont être en mode loud quitting, et manifeste. être vocal. Voilà, donc aujourd'hui, alors, il y a par exemple des comptes Instagram qui existent comme Balance ta Startup. Balance ton agency, Balance ta Startup. Voilà. Il y a Glassdoor aussi qui existe depuis des années et qui est la hantise des DRH. C'est un site, une plateforme américaine sur laquelle les salariés peuvent noter leur entreprise. Et effectivement, comme c'est anonyme, c'est souvent des salariés qui ne sont pas du tout contents, qui se lâchent. Je vous invite à lire la méthode Will, parce que encore une fois, c'est un livre très agréable à lire, puisque c'est l'histoire de cette jeune femme qui tente des choses dans sa vie perso et dans sa vie pro, et à qui il arrive une multitude d'aventures qui sont finalement des outils, je pense, très utiles pour les managers, parce que c'est des cas pratiques. J'ai presque envie de dire c'est du vécu pour beaucoup d'entre nous, vous qui nous regardez, et moi, et vous, j'en suis sûr, Pierre. Pierre Fournier, c'est l'auteur, et c'est la méthode Will, roman de management. Merci à vous, l'émission est terminée, c'était un vrai plaisir. Vous viendrez peut-être nous débattre avec nous plus longuement. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe, merci à Saïd au son, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Mathieu, et puis merci à Xavier à la réalisation, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à vous pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.